Salut à tous, je suis ravi de vous retrouver dans cette vidéo bonus du premier épisode consacré au terrier. Alors ces vidéos bonus, ce seront des vidéos moins formelles, on ne va pas parler de conception du décor ou de choses comme ça, mais on va vraiment se concentrer sur tous les petits détails et tous les objets qu'on trouve dans la maison. Si vous n'avez pas vu la première vidéo consacrée au terrier, je vous conseille d'aller la visionner d'abord, puisque là on va rentrer directement dans le vif du sujet. Alors installez-vous dans un bon fauteuil et c'est parti pour la visite du terrier. Alors sur ce premier plan de l'intérieur du terrier, on a déjà cette ambiance chaleureuse qui se dégage beaucoup. Voilà ce petit cocon où tout a l'air fait main, tout est un petit peu rapiécé, dépareillé avec notamment les chaises qui sont toutes différentes. Les assiettes entassées à droite où il n'y en a pas une identique. Et puis les carreaux des fenêtres avec ces jolis motifs floraux. On dirait un peu des carreaux qui auraient été pris sur différentes maisons et mis ensemble ici. Donc un décor bien fourni, on peut remarquer de la nourriture sur la table, une plume à gauche avec un tas de papier. Alors cette superbe horloge qu'on trouve à gauche de la porte, moins connue que celle qui indique où sont les membres de la maison avec les têtes sur les aiguilles, c'est l'horloge qui indique les tâches ménagères dans la maison, dégnommer le jardin, faire ses devoirs, ranger sa chambre, etc. Et qui rythme un petit peu la journée puisqu'elle indique aussi l'heure du thé par exemple. Alors on a des beaux concept art de cette horloge avec plusieurs idées, donc tout d'abord un cadran qui avait été proposé sur le concept de gauche. On voit finalement sur celui de droite que c'est l'idée de la flèche qui a été conservée. Et ce qui est très intéressant sur ce concept art aussi, c'est qu'on voit qu'il y avait même prévu une petite plume qui permettait d'écrire sur les morceaux de bois qui en fait étaient interchangeables, où on peut donc rajouter des nouvelles tâches et des nouvelles cases à cette horloge. Malheureusement, ils n'ont pas gardé l'idée visiblement sur l'objet fini, mais par contre on peut retrouver l'idée des cloches qu'on trouve au-dessus. C'est vraiment un objet complètement dingue, et en plus il n'y a aucun gros plan qui est effectué dessus, mais voilà, c'est là, c'est dans le décor, et c'est vraiment super joli. On a également un autre concept art pour cette horloge qui donc n'a pas été choisi au final, avec la même idée, les tâches ménagères, et cette fois-ci c'était la baguette du sorcier qui faisait office d'aiguille. Alors ces fameuses tuyauteries, je crois que c'est ce plan qui m'a donné envie de faire cette vidéo parce qu'on remarque surtout la poêle, notamment parce qu'il y a un gros plan dessus après, mais j'avais, je crois, jamais remarqué cette tuyauterie absolument dingue. Je trouve ça trop chouette. Et on peut remarquer aussi à droite un dessin du Poudlard Express. Vous allez voir que des dessins, il y en a partout dans la maison. Alors on découvre avec Harry la fameuse horloge des Weasley, toute colorée, avec ses balanciers complètement incroyables aussi, parce que regardez ce que ça donne quand l'image est en mouvement. Il y a vraiment tout qui bouge, tout qui tourne, c'est vraiment super chouette. Et donc je sais pas si vous l'aviez déjà vu, mais tout en haut de cette horloge se trouve une petite représentation du terrier, avec une sorcière sur son balai qui survole la maison, qui pourrait être Molly. Un détail vraiment super sympa. Ce meuble que je trouve incroyable aussi, on a vraiment l'impression qu'ils ont entassé des meubles sur des meubles avec des tonnes de tiroirs, toutes de tailles et de formes différentes. On peut remarquer aussi en haut à gauche ce qui a l'air d'être une recette avec des ingrédients dessinés. Et posé tout en haut, on a aussi ce qui semble être une radio, peut-être bien la radio qui diffuse « Salut les sorciers ». Donc là ce qu'on voit surtout c'est tous ces dessins qui sont en arrière-plan, il y en a vraiment partout sur les murs. Je m'arrête 2 secondes sur ce plan juste parce que j'adore cette théière et en plus elle est très bien assortie avec le pull de Molly. Sur ce plan où arrive Arthur, on peut remarquer tout un tas de cages et de valises rangées sur la poutre tout en haut et l'échelle juste à gauche pour y accéder, parce que c'est donc une petite maison donc on utilise vraiment tout l'espace pour ranger. Et ce qui est encore plus génial sur ce plan, c'est que vous voyez où Arthur se dirige au fond de la pièce, il va vers le porte-manteau, et regardez 2 plans plus tard, il a posé sa cape et son chapeau, on le voit pas, il le pose hors champ, mais il a posé sa cape et son chapeau sur le porte-manteau derrière. Donc voilà, c'est vraiment le décor qui a été pensé pour être fonctionnel et vivant, et donc ça rend le tout encore plus vrai, encore plus crédible. Alors sur cette image du décor, on peut voir ce petit potager qui est dans l'angle de la fenêtre où Percy va chercher Errol, juste à côté de l'évier. Petit détail sur ce plan, on peut apercevoir juste en bas de l'escalier à gauche de la cheminée, le tapis qui change de motif dès la 3e marche. Alors on passe à Harry Potter et la coupe de feu, et on découvre la chambre de Ron avec un tas de détails super sympas, mais le meilleur je trouve sur cette image c'est cet exemplaire de la BD qui est juste au-dessus du lit de Harry. C'est la fameuse BD de Martin Miggs, le Moldu fou que lit Ron, et donc il y a vraiment des exemplaires qui ont été créés pour le décor, voilà les aventures de Martin Miggs, le Moldu fou. On a même quelques pages avec l'intérieur de la BD. Ici ça se moque pas mal des Français, parce que c'est un cours de français, leur professeur s'appelle Monsieur Pudubec. Si vous voulez plus de détails sur la BD, vous la trouvez sur le wiki Harry Potter par exemple. Alors sur ce plan, ce qui est sympa, c'est que donc on a la bougie qu'Hermione vient de poser sur la table de chevet, et derrière Ron, on a une bougie éteinte.
qu'on peut supposer être la bougie de la veille que Ron aurait soufflé juste avant que Harry et lui s'endorment. Donc là encore un détail sympa pour faire vivre le décor. Derrière Harry, petit détail sympathique, c'est un autocollant de la boutique Dervish et Bang, boutique de Préolard où Ron a notamment acheté un scrutoscope pour Harry. Alors là on a une photo du décor pas en super qualité du côté du lit où dort Harry, et alors je me demande qu'est-ce que c'est que ce truc chelou dans cette espèce de cage vitrée vers la fenêtre. Si vous avez des hypothèses, dites-moi, en tout cas c'est bizarre. Alors du côté du lit de Ron, on peut remarquer plusieurs choses, alors la fameuse couverture des canons de Chudley, mais aussi par exemple sur cette table de nuit, je me suis demandé qu'est-ce que c'était que ce bocal, et en regardant de plus près, je me demande si c'est pas des Malice Réglisse, les bonbons qu'on retrouve plus tard dans le film, dans le bureau de Dumbledore, et c'est les petits bonbons qui te mordent le doigt. Parce que franchement, le design y ressemble, et ça pourrait être des trucs qui viennent de chez Honeydews, ou une autre boutique dans le genre. Alors on a tout un tas d'autocollants qui font bien donc chambre d'adolescent avec beaucoup de canons de Chudley. Et sur les étagères derrière, on peut voir tout un tas d'objets, des livres, une batte derrière la bougie, une petite cithare on dirait en bas, et un objet bizarre aussi ici à droite. Alors ici on passe à Harry Potter et le prince de sang mêlé, dans lequel on va découvrir un décor qui a pas mal changé. Donc on peut se poser plusieurs questions, parce qu'on pourrait se dire que du coup, les années ont quand même passé, et que donc l'intérieur de la maison aurait pu changer un petit peu, mais en fait quand vous lisez les livres sur les décors, le département artistique, c'est un changement qui semble être justifié surtout par l'incendie. Sauf que là on se trouve au début du 6e film, donc l'incendie n'a pas encore eu lieu, mais en tout cas c'est comme ça qu'est justifié le changement de l'horloge qu'on retrouve à droite, qui donc a perdu toutes ses couleurs. Donc encore une fois c'est quand même assez étrange puisqu'on se trouve avant l'incendie, mais effectivement quand on s'arrête sur le cadre, c'est pas du tout le même, c'est un tout nouveau design, et donc on peut remarquer que les petites têtes animées des membres de la famille ont été remplacées par les initiales de leur prénom. Et le détail intéressant avec cette nouvelle version, c'est qu'on retrouve le petit dessin tout en haut de l'horloge, mais ici c'est beaucoup moins champêtre, hein, du coup le ciel est très sombre et il y a de l'orage dans l'air. Et donc ils expliquent ça d'une manière étrange, comme s'ils avaient récupéré des restes de l'horloge, qu'ils avaient fait refaire le cadre sur les restes de l'ancienne horloge. Bon, c'est quand même assez curieux. Après on peut aussi s'imaginer que Molly aurait essayé de passer un coup de peinture, mais je trouve ça quand même dommage parce que la première horloge était quand même bien jolie. Alors l'explication moins scénaristique mais plus logistique pour le coup, c'est que les couleurs du terrier vont moins avec la nouvelle ambiance du film, donc c'est pas ce qu'a dû vouloir Yates. Effectivement, les couleurs orange et jaune de l'horloge auraient un petit peu dénoté avec toute cette ambiance plus terne et plus grave. Si on compare avec le deuxième film, on avait beaucoup de soleil qui éclairait toute la pièce. Ici, les scènes au terrier, ça va être soit à l'aube comme ici, soit la nuit pour Noël. Et donc cette ambiance beaucoup plus sombre, mais qu'on va retrouver sur tout le film. Hein. Tout l'étalonnage du film d'ailleurs lui donne ce côté un petit peu brumeux. Regardez par exemple ici, la grande salle elle a l'air grise. Et il y a tout cet aspect un petit peu vaporeux. Bon là la lumière aussi très blanche parce que ça précède un match de Quidditch avec de la neige, donc c'est aussi un matin très hivernal. Mais bon encore une fois quand on compare avec le premier film, il n'y a pas photo. Alors paradoxalement j'aime beaucoup l'image du 6e film. Je trouve que ça lui donne un côté aussi très doux, très mélancolique qui va bien avec l'histoire. Mais ce qui est dommage, c'est que je trouve que ça fait du terrier un endroit quand même un peu moins chaleureux, un peu moins magique. On dirait plus une maison classique, presque normale quoi. Alors on va retrouver plusieurs clins d'œil au premier décor, avec notamment toujours à la même place ce gros meuble, mais avec quand même un empilement de petits tiroirs moins extravagant que dans le deuxième film. Et donc ici par contre, l'évier qu'on voit au fond à droite a carrément changé de place. Normalement il se situerait plutôt entre les têtes de Harry et de Ginny. Et on peut remarquer encore un petit clin d'œil au deuxième film, puisque dans l'évier, on voit encore une fois une poêle qui est en train de se laver toute seule. Ici, derrière Harry, on peut remarquer un dessin du terrier beaucoup plus réaliste, donc ça va plutôt être ce genre de tableau qu'on va retrouver maintenant dans la maison. Sur ce plan, on peut aussi apercevoir un petit tableau à gauche. Je me demande si ça pourrait pas être une petite représentation de la Ford Anglia. Dans la chambre de Ron, on peut apercevoir Coxigru à droite, qui fait quelques apparitions dans le film. Et donc globalement la pièce est un petit peu moins chargée, on a encore quelques affiches sur les murs, avec ici cette espèce de serpent à deux têtes assez chelou aussi. Alors on passe à la séquence de Noël au terrier, et alors ce qui est curieux sur cette image, c'est que ça a l'air d'être la fin du repas, et ce gâteau est entier, personne n'a voulu en bouffer, pourtant il a l'air trop bon. On retrouve Coxigru sur la chaise ici,
Et donc le salon décoré pour Noël. Et alors ce qui est vraiment dommage dans cette séquence, c'est que normalement dans les livres à ce moment-là, il y a Fred et George qui ont stupéfixié et peint en doré un gnome et accroché tout en haut du sapin pour faire croire que c'est un ange, et qui tire une tête de 6 pieds de long parce qu'il est dégoûté d'être là. Et je me suis demandé en regardant cette séquence si en fouillant dans l'image on pouvait pas apercevoir le gnome, mais force est de constater que c'est pas trop David Yates de faire ce genre de petites blagues visuelles. Si ça avait été Quaron par exemple qui avait réalisé le film, je pense que le gnome aurait eu sa place en haut du sapin. On a aussi une séquence intéressante dans l'atelier de Arthur, puisqu'on peut découvrir tout son bric-à-brac, qui ramasse vraiment un tas d'objets moldus. On voit des ventilateurs, des lampes, ici un vélo. Alors vraiment, est-ce qu'aucun sorcier ne fait de vélo? Ou alors c'est un vélo particulier, je ne sais pas, peut-être un vélo trafiqué comme la moto de Sirius l'était. Au fond donc on trouve même ce flipper, à gauche on dirait une collection de machines à écrire, et la fameuse collection de téléphones, juste à côté d'Arthur ici. Alors après, suite à ça, on a l'incendie de la maison, séquence que j'ai jamais trop comprise, parce que bon, c'est très dramatique, mais peut-être un peu trop, d'autant plus qu'on fait brûler une maison qui en fait peut pas brûler parce qu'on la retrouve plus tard dans le scénario et du coup elle est finalement pas brûlée. J'ai jamais vraiment accroché à cette scène qui normalement n'existe pas dans les livres. On aurait préféré voir revenir Percy, qui normalement fait une apparition à Noël, c'est d'ailleurs pour ça que l'ambiance est assez glaciale entre autres, et pas parce que les Mange-Morts viennent foutre leur nez partout. Ils auraient pu se concentrer sur la bataille de fin dans Poudlard, qui elle aussi est absente des films, mais bref, je m'égare un petit peu. On passe maintenant à Harry Potter et les reliques de la mort première partie. On peut remarquer rapidement sur ce plan l'échelle posée sur le toit pour réparer les tuiles. Dans la maison, on va retrouver un intérieur qui aura donc complètement changé, puisque là on est véritablement après l'incendie. Et regardez notamment ce qui se passe avec les robinets au-dessus de l'évier. Eh ben il y en a beaucoup moins, c'est pas du tout le farfouillis qu'on avait dans le deuxième film, c'est beaucoup plus sobre. Et donc cette sobriété entre guillemets, on va la retrouver un petit peu partout dans le décor. On dirait que c'est devenu beaucoup plus sage, la maison a brûlé et apparemment ils ont voulu un petit peu modifier leur style, ce que je trouve un peu dommage. Bon, c'est vrai que c'est un peu plus moderne, ça reste assez sympa, mais bon... Là, sur cette image, c'est pas très chaleureux. Forcément, la lumière aide pas. Et c'est une séquence qui est bien morose, puisque ça fait suite à la mort de Folleuil quand ils viennent du 4 Private Drive. On peut remarquer un piano qu'on n'avait pas avant, ici à droite, cette nouvelle petite lampe tordue qui apporte quand même un côté un petit peu sympathique. Et à gauche, une nouvelle version du meuble avec plein de tiroirs, beaucoup plus simple, avec des petites touches de couleur sur les poignets quand même. Et ce qu'on peut voir surtout sur cette image, c'est l'angle de la fenêtre. Normalement, c'est le petit bureau où on avait tout à l'heure un bazar pas possible. Et ici, c'est hyper clean. Je trouve ça même beaucoup trop rangé pour du Weasley. Au-dessus du buffet, là-bas, on retrouve un tableau, encore une fois, bien différent des dessins qu'on avait au début. On a un petit plan rapide dans la chambre de Ron, et petit détail sympathique, on peut remarquer accroché à la porte au fond le costume que Ron va mettre pour le mariage le lendemain. Le lendemain, donc préparatif du mariage, enfin à nouveau un peu de couleur au terrier, un peu plus de bazar sur le bureau où on retrouve des petits paquets, des petits cadeaux pour le mariage, et sur le rebord de la fenêtre, des cartes de vœux. Donc on a quand même un décor très charmant, très harmonieux, mais voilà, plus mature, plus adulte, comme les personnages principaux ont grandi, les décors ont grandi aussi. Alors je m'arrête sur ce plan où il n'y a pas grand chose à voir, mais juste parce qu'en fait le porte-manteau à droite, j'ai exactement le même chez moi, je l'ai trouvé sur le Bon Coin, et quand j'ai reparcouru les films pour faire cette vidéo sur le décor, j'étais trop content de voir qu'il y avait le même porte-manteau que j'ai trouvé. Enfin voilà, j'ai le porte-manteau du terrier, c'est trop cool. Ici dans l'angle de la fenêtre, on retrouve l'idée du petit potager qui a été conservé. Le ministre qui arrive en pleine préparation, on voit tous les petits gâteaux sur la table, les petits citrons coupés derrière. Alors le décor du mariage, donc il y a plein de choses intéressantes avec ce décor, notamment donc cette grande tente, extension de la maison des Weasley. Dans une interview, Craig explique bien qu'ils se sont demandé s'ils devaient faire de cette tente une extension littéralement de la maison façon Weasley, un petit peu amateur, un petit peu bricolé. Et donc finalement ils sont partis du principe que comme Bill se marie avec Fleur, et que les Weasley sont pas très riches, que les parents de Fleur le sont sûrement plus, ils sont partis du principe qu'en fait ça serait eux qui auraient payé pour le mariage et donc pour l'organisation et la décoration. C'est pour ça qu'on a donc une grande influence française dans le style de ce mariage. On va le retrouver notamment dans le mobilier et donc sur ces décorations de table qui sont inspirées apparemment de chandeliers français du XVIIIe siècle. Alors ensuite, si on observe la foule des invités, si vous avez jamais regardé les photos de tournage ou de making-of, vous ne savez peut-être pas que parmi les invités dans le film aussi, on trouve Victor Krum. Si, il est bien là. Il a même tourné des scènes avec Hermione, mais qui n'ont pas été gardées, qui font même pas partie des scènes coupées. Avec Ron derrière, qui a pas l'air très content bien sûr.
Et donc voilà, l'acteur est venu, le pauvre il a dû se dire oh chouette, et puis finalement on le voit pas. On peut s'amuser à regarder aussi les tenues des invités, donc on a des vêtements, des robes plutôt originales quand même, mais globalement on est quand même assez loin du style sorcier des premiers films, hein. Normalement quand les sorciers font la fête, si on se rappelle le moment où Harry avait presque vaincu Voldemort, ils sont décrits comme beaucoup plus extravagants que ça, hein. Bon là, d'un autre côté, le contexte est pas le même, ils ont plutôt intérêt à être discrets, mais bon, je trouve que quand même, on pourrait presque s'attendre à ce que ça soit un mariage moldu, hein. Si on enlève les papillons roses qui volent, ça fait pas hyper magique non plus. Même si donc on a quand même des tenues assez sympathiques, comme par exemple celle de Elphias Dodge. Et alors je me suis dit, c'est quoi ce mec avec cette perruque moche derrière? J'aurais bien envie qu'il soit habillé un petit peu moins contemporain, mais là ça fait complètement vieillot. Mais en fait, on se rend compte sur ce plan que c'est un serveur. Du coup, je suis retourné voir la manière dont étaient décrits les serveurs dans le livre, et il y a un passage où Harry les aperçoit rassemblés autour d'un arbre, et un nuage bleuâtre de fumée de pipe s'élève de leur groupe. Ils ont l'air quand même un peu moins fun dans les films que ceux décrits dans les bouquins. Et pour finir, on retrouve la deuxième apparition de Viktor Krum, donc voilà, il apparaît dans 2 plans, dont un flou. Voilà, nous voici arrivés au terme de cette exploration du terrier, j'espère que la visite vous aura plu. Si vous avez apprécié ces premières vidéos consacrées à la maison des Weasley, vous pouvez rejoindre le département des mystères en vous abonnant à la chaîne, et je vous retrouverai très vite pour aller parcourir d'autres décors incroyables et découvrir avec vous quels secrets ils renferment. En attendant, prenez soin de vous et n'oubliez pas que la magie se cache dans les détails.